Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Dérembourser les médicaments, c'est la dernière annonce de votre gouvernement alors que, dans le même temps, 8 millions de Français subissent chaque jour des difficultés dans l'accès aux soins en raison de la désertification médicale. Plus de médecins traitants, pas de médecins près de chez soi, pas de rendez-vous avant plusieurs mois. Ils auraient le sentiment, disiez-vous la semaine dernière, en déplacement dans une petite commune, ils auraient le sentiment que, disiez-vous, que les services reculent. Ce n'est pas un sentiment, Madame la Première ministre, c'est la réalité. Dans une démarche transpartisane, mon collègue Guillaume Garot a proposé un amendement pour flécher l'installation des médecins généralistes et spécialistes en fonction des besoins de santé. On le fait déjà avec nos pharmaciens. Aujourd'hui, et vous ne pouvez le nier, alors que des territoires entiers manquent de médecins, là où l'offre de soins est suffisante, il n'y a pas besoin de plus de praticiens. Avec la complicité des députés du Rassemblement national, votre majorité relative a refusé cette proposition. Ce serait la porte ouverte au déconventionnement et à la crise des vocations, a-t-on entendu sur vos bancs. Mais rien n'est prouvé. Il faut inciter, dites-vous, mais on le fait déjà et ça ne suffit pas. Alors, que répondez-vous aux 74% de Français favorables, selon un récent sondage, à l'encadrement de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux qu'ont refusé votre majorité et le Rassemblement national? Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Petit, vous me permettrez, le temps est court, de ne pas rejouer le match, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons eu dans cette Assemblée des débats extrêmement nourris, particulièrement intéressants. Je remercie d'ailleurs les groupes qui ont participé. Ça a permis de faire des échanges d'idées très constructifs. Alors cette inégalité territoriale de l'accès aux soins, les déserts médicaux dont vous parlez, c'est une priorité forte du ministère de la Santé et nous y travaillons avec la ministre Agnès Firmin-Le Bodo quotidiennement pour améliorer la situation de nos concitoyens. 3 grands axes de travail, si vous me permettez rapidement de les détailler. Un premier, augmenter le nombre de professionnels de santé. C'est grâce à cette majorité que nous avons pu faire sauter le numerus clausus et augmenter aujourd'hui de 15% le nombre d'étudiants en médecine et nous continuons dans cette voie. C'est aussi grâce à cette majorité, en travaillant avec les régions, que nous avons pu augmenter le nombre d'étudiants infirmiers pour les déployer dans les territoires. Deuxième solution, c'est favoriser l'installation et le maintien dans les territoires les plus démunis. C'est par la place du guichet unique pour favoriser leur installation, ce qui a été voté dans cet hémicycle dans le cadre de la loi Rist. C'est également améliorer les conditions de travail des professionnels. Ils souhaitent avoir un exercice pluriprofessionnel, c'est ce que nous déployons. Enfin, c'est rapprocher les étudiants de ces territoires. C'est tout l'enjeu de la 4e année de médecine générale, où les étudiants feront prioritairement le stage dans les territoires sous-dotés. Enfin, il faut jouer sur le temps médical, redonner du temps médical, c'est ce qui est le plus efficace, le plus rapidement, en travaillant avec l'ensemble des professionnels de santé. C'est ce que nous faisons par le partage et le transfert de compétences, également en refondant complètement le métier d'infirmière pour qu'il corresponde plus aux besoins actuels. Donc, vous voyez, monsieur le député, ce n'est pas de l'immobilisme, au contraire, ce sont des solutions qui sont éprouvées, qui fonctionnent, qui permettent de faire revenir des professionnels dans les territoires, contrairement à ce que vous évoquez, qui, nous le savons tous, ne fonctionnent pas et risquent d'aggraver la situation. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Petit. Oui, monsieur le ministre, parmi vos solutions, il y a aussi celle des médicobus. 100 médicobus de plus pour 8 millions de personnes vivant dans un désert médical. Très clairement, c'est une rustine devant l'ampleur du problème. Une de plus, comme vos mesures sur le pouvoir d'achat. Les Français demandent des médecins généralistes ancrés dans les territoires, pas des médecins itinérants et intermittents. Alors, monsieur le ministre, les Français sont sûrement pas tous égaux devant la santé, mais ils doivent l'être dans l'accès aux soins. Alors, agissez, s'il vous plaît, c'est urgent. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Selon l'UNAPI, 47 000 personnes en situation de handicap en France sont sans solution d'accueil, dont 8 000 enfants qui se voient privés de leurs droits de l'éducation. Suite à une réclamation déposée par le réseau UNAPI, APF France Handicap, UNAFAM, FNAT, et avec le concours de la Commission nationale des droits de l'homme et de la défenseure des droits auprès du Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe, la France s'est vue notifier ses grands manquements en matière d'accompagnement, de services de soutien, de justice socio-économique, d'accès au logement,
d'accès à la santé et à la scolarisation. Tout simplement, ce sont les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles qui sont bafoués. Le président de la République, qui a fait des annonces lors de la conférence nationale du handicap, nous a présenté des mesures qui constituent une juste continuation des efforts à conduire. Néanmoins, de nombreuses associations dénoncent un manque de transparence qui voile une réelle ambition de société inclusive. Cette vision que nous appelons de nos vœux aurait nécessité d'en clarifier les contours et de proposer un plan pluriannuel. Nous devrions y trouver la définition de l'école de demain pour tous les enfants en situation de handicap aux côtés des autres, des moyens financiers en relation avec des étapes bien identifiées du projet inclusif, l'évolution de nouvelles articulations entre les structures médico-sociales, l'éducation nationale et le monde du travail, le projet de transformation des métiers d'accompagnement, leur juste reconnaissance et les recrutements nécessaires. Pour commencer, il est urgent de se pencher sur les besoins imminents des enfants aujourd'hui sans solution scolaire ou bien mal scolarisés, comme le signale le Conseil de l'Europe. Je pense particulièrement aux ULIS qui sont insuffisantes et je demande quelles mesures efficientes pour la rentrée. Merci. La parole est à Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Je vous remercie de votre question parce qu'elle permet de mettre le focus sur quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement. C'est l'inclusion, et l'inclusion est un mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'il est toujours à sens unique et que, en définitive, la philosophie de l'inclusion, c'est aussi que notre société devienne inclusive, que nous luttions contre les clichés, les stéréotypes et que notre société connaisse mieux ce qu'est le handicap afin d'accepter aussi, de comprendre quels sont les sujets et quels sont les besoins des personnes en situation de handicap. Bien sûr, lors de la conférence nationale du handicap, le président de la République a annoncé des mesures fortes dans l'accessibilité, point qui est un retard dans notre pays à tous les niveaux, et puis des mesures fortes en termes de création de solutions d'accompagnement, comme vous le demandiez, auprès de tous les publics qui en ont besoin. C'est pratiquement, pour ces solutions d'accompagnement, 2 milliards d'euros qui seront mis sur la table, que nous allons décliner en d'étalement pluriannuel afin de donner de la visibilité à ces solutions et que nous travaillerons avec chaque président de conseil départemental afin que, effectivement, la structuration de toute l'offre pour les personnes en situation de handicap soit adaptée aux besoins des territoires. Moi, je voulais vous dire aussi quand même que nous avons un biais et un manque. Nous manquons de données consolidées à l'échelle de tous les territoires. Et j'ai lancé un grand appel à tous les acteurs du secteur afin de pouvoir avoir ces données nationales et départementales qui nous aideront, données consolidées, qui nous aideront à construire ces solutions. Sachez que nous souhaitons vraiment, et j'étais à l'ONU la semaine dernière, j'ai parlé de droits, j'ai parlé d'effectivité des droits et nous sommes tout à fait en phase avec ces objectifs. Monsieur le Président, chers collègues, j'associe Rachid Temal, sénateur du Val-d'Oise, à ma question. Madame la Première ministre a avoué lundi que le gouvernement n'avait pas suffisamment associé les collectivités territoriales sur la question du point d'indice. En effet, cette décision impose aux assemblées locales, dont le budget est voté depuis le 15 avril, de revoir leur copie 2 mois après. Cette méthode est un manque de considération notoire vis-à-vis des élus locaux, d'autant plus irritant que le coût est loin d'être anodin. Annoncé à 1 milliard le matin de l'annonce, ce montant a doublé l'après-midi. Depuis 2017, les décisions imposées sont nombreuses. Suppression de la TH contre l'avis des associations, contrat de Cahors et loi de programmation par lesquels vous imposez 13 milliards d'économies. Augmentation du point d'indice dès 2022, sans plus de consultation ni de compensation qu'aujourd'hui. Plan de haut ou plan vélo annoncé unilatéralement et vous laissez les élus locaux assumer seuls la mise en œuvre. La liste pourrait s'allonger, mais le temps manque. Le gouvernement a démontré son incapacité à contenir le déficit public. Et en même temps, vous demandez aux collectivités de participer à un plan d'économie de 10 milliards que vous savez l'État incapable de réaliser. Le ministre chargé des collectivités s'inquiétait en février dernier de la frilosité à investir devant les conséquences de l'inflation.
Et en même temps, contradiction, le ministre de l'économie propose la mise en place de l'auto-assurance qui va mettre en danger l'investissement local. Nous devons parler enfin réellement des prélèvements obligatoires, de leur niveau, de leur assiette et de leur pertinence, notamment pour recréer un lien entre les industries et les territoires. Et en même temps, vous élevez un totem à la baisse des impôts et lancez des populistes balance ton maire ou encore en avoir pour mes impôts qui mettent en danger le consentement même à l'impôt. Que comptez-vous mettre en place pour répondre enfin à l'exigence de justice pour les territoires? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics. Monsieur Attal, non. Monsieur Béchu. Mais nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Béchu pour une réponse aussi simple. Voilà. Monsieur le Président, d'abord en vous remerciant pour la mansuétude avec laquelle vous avez accepté que je supplée Gabriel Attal pour répondre à cette question, et ensuite pour saluer la Haute Assemblée et le sénateur Eblé. La question du rapport entre les collectivités locales et l'État, elle n'est pas nouvelle, monsieur le sénateur. Et quand vous pointez les marges d'amélioration que nous avons en termes de dialogue, beaucoup ici se souviennent que le totem de la baisse des dotations qui a été porté par des gouvernements que vous avez soutenus entre 2012 et 2017 avait conduit, dans des conditions bien plus considérables, à amoindrir le niveau des collectivités territoriales. Ensuite, vous évoquez un certain nombre de sujets qui, de mon point de vue, doivent être distingués. D'abord, sur la hausse du point, chaque année, la difficulté à trouver un dispositif dès lors que c'est l'État qui détermine une hausse du point qui vaut pour toutes les fonctions publiques et que nous n'avons pas, dans notre pays, jusqu'à maintenant, considéré qu'il pourrait y avoir des trajectoires distinctes sur les fonctions publiques en fonction des employeurs, conduit à ce qu'on ait systématiquement ce scénario dans lequel il y a un dispositif qui est proposé par l'État. Dans la consultation en coulisses, il est rare que les collectivités s'opposent à des revalorisations de points qui permettent de compenser l'inflation. Et il y a ensuite un jeu de demande de compensation budgétaire. Mais je ne pense pas que vos propos étaient une manière de regretter le 1,5% d'augmentation au 1er juillet du traitement des fonctionnaires de ce pays dans le contexte que nous connaissons. Alors, puisque je sais que derrière l'artifice de la présentation que vous avez choisie, il y a une question plus sérieuse sur le niveau de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, je veux vous dire que ce rendez-vous, il approche. Il approche dans le cadre précisément de la planification écologique et de la réunion que j'ai eu l'honneur de présider à la demande de la Première ministre avec toutes les associations d'élus sur comment, au titre de la planification, le mouvement qui va consister à donner aux collectivités les moyens d'accélérer sur l'atténuation et sur l'adaptation doit se faire. Quel partage de responsabilités et de contraintes? Et vous y serez évidemment en tant que sénateur associé. Monsieur Eblé. Les collectivités ne veulent plus des transferts de compétences sans concertation et sans compensation, surtout quand il y a de l'inflation, monsieur le ministre. Elles demandent plus d'autonomie. Elles ne veulent pas de discours condescendant de l'État. Elles exigent son soutien pour affronter les besoins et les difficultés du quotidien. Pas de réponse sur ce point. Les collectivités et les élus demandent plus de respect et plus de considération. Je voulais juste vous interroger, Madame la Première ministre, sur ce qui s'est passé dans la nuit du 13 mai au large de la Grèce et qui est une honte pour notre civilisation. 750 hommes, femmes, enfants, entassés comme des bêtes dans un bateau qui a péri, ont naufragé, et nous savons aujourd'hui que Frontex, qu'un certain nombre d'États, que des gardes-côtes savaient que c'était un péril imminent. Les images de la BBC ont montré que pendant 7 heures, ce bateau était là, entre la vie et la mort et plus près de la mort. Alors nous ne pouvons pas nous résigner à ce qu'il y ait 500, 600, 700 morts qui viennent s'ajouter aux 10 000 des 4 ou 5 dernières années, aux 20 000 ou 30 000, nous ne savons pas, à ceux de la Manche. Et je demande simplement, Madame la Première ministre, que la France pèse de tout son poids pour qu'il y ait vraiment une politique pour mettre fin au naufrage de ces êtres humains. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée des partenariats internationaux, Mme Chrysoula Zacharopoulou. Vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le questeur Jean-Pierre Sueur, effectivement, ces naufrages survenus le 14 juin au large de la Grèce et avant tout, comme vous avez dit, un drame humain, un de plus survenu en Méditerranée. Et vous avez totalement raison, oui, nous ne pouvons pas se résigner. Cette tragédie nous bouleverse tous. Et je voulais renouveler nos condoléances aux familles des victimes. Et bien sûr, elle nous oblige, car nous devons tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux drames de ce type, et notamment au niveau européen. L'accord trouvé le 8 juin par les ministres européens de l'Intérieur permettra d'y apporter une réponse européenne sur ce sujet à la question du traitement des demandes d'asile. Une réponse qui doit allier responsabilité, efficacité et solidarité. La France et l'Italie sont pleinement mobilisées à ce sens, comme le soulignait hier le président de la République et la première ministre Giorgia Meloni. Mais ces drames rappellent aussi l'importance de la coopération avec les pays tiers en matière de sauvetage en mer et de lutte contre les réseaux de passeurs. Là encore, les travaux sont en cours au niveau européen, en particulier avec la Tunisie. Notre objectif est de renforcer les capacités des États d'origine et de transit pour mieux lutter contre ceux qui exploitent la détresse des migrants et mieux lutter contre les causes profondes de leur exil. Enfin, Messieurs les questeurs, comme aujourd'hui c'est votre dernière question au gouvernement, et je souhaite aussi profiter pour vous saluer. En tant que député, ministre, sénateur, président de la commission des lois, maire d'Orléans, vous nous avez marqué pendant 40 ans par vos convictions et votre engagement permanent. La République, le Sénat et votre sœur Loiret vous ne sont reconnaissants. Monsieur le questeur Sueur. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, puisqu'il me reste quelques secondes, je voulais dire simplement que par rapport aux étrangers, mes chers collègues, par rapport aux immigrés, il est facile d'exploiter constamment ce sujet, alors que nous ne devons pas l'exploiter, faire de la politique politicienne facile avec les étrangers, en disant que les étrangers sont un danger pour notre pays. Mes chers collègues, il y a des problèmes qu'il faut traiter et qu'il ne faut pas exploiter, surtout lorsqu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui, dans la mer Méditerranée, sont en danger. Merci pour ce que vous ferez tous pour bien prendre conscience qu'il nous faut une politique énergique, impulsée par la France au niveau de l'Europe pour sauver ces êtres humains. Merci beaucoup. C'est avec gravité que je pose ma question au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, l'insistance de votre gouvernement à ignorer les alertes des professionnels du soin, à détricoter notre modèle social, à opposer les Français précaires aux Français méritants, plonge un bon nombre d'entre eux dans une détresse physique et mentale insupportable. L'état de santé de notre pays se dégrade. Les dépenses de santé augmentent. C'est normal. Les dépenses de santé augmentent et vous faites la chasse aux arrêts maladie et diminuez le remboursement des soins dentaires. C'est normal? Non, ça c'est grave. Grave car les dépenses dentaires réglées par les complémentaires seront répercutées sur les cotisations des mutuelles. Elles diminueront ainsi le pouvoir d'achat des assurés. Grave car les accidents du travail touchent plus fortement le secteur du soin ou de l'aide à domicile en raison précisément de leur tension de recrutement. Voilà le système de soins de demain si vous ne réagissez pas, Monsieur le Ministre. Une santé à deux vitesses, des soins pour les plus aisés et leurs complémentaires premium, et des renoncements aux soins pour les plus précaires, coincés dans la file des urgences, attendant d'être soignés par d'autres précaires. Ma question est simple.
Allez-vous changer de logique et enfin investir dans le système de soins et le recrutement des soignantes et des soignants plutôt que de conforter ce cercle vicieux d'austérité sanitaire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, M. Braun. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier, merci de me réserver votre dernière question dans cet hémicycle. Cela me permet de saluer votre carrière au service de nos concitoyens. Et également, votre question va me permettre de rétablir quelques vérités. Nous sommes le gouvernement, la majorité, qui avons fait le 100% santé sur l'optique, les prothèses auditives, le dentaire. C'est un progrès majeur en matière d'accès à la santé pour nos concitoyens. Ceci n'est bien sûr pas remis en cause. Ceci dément le principe, la volonté que nous pourrions avoir de faire une médecine à deux vitesses, loin de là. Ce progrès, nous l'avons construit avec les complémentaires santé, absolument pas en opposition avec elles, bien au contraire. Et depuis que je suis arrivé au ministère, je les rencontre très régulièrement. Depuis 2011, en raison de la progression des affections de longue durée dans notre pays, mais aussi les nombreuses dépenses prises en compte en 100% par l'assurance maladie, la sécurité sociale assume une part de plus en plus importante des dépenses par rapport aux complémentaires. Son intervention de la sécurité sociale lors des prises en charge a augmenté de 3 points, pendant que celle des complémentaires diminuait de 1 point et celle des ménages de 2 points. Aujourd'hui, nous devons garantir l'avenir de notre système de santé, l'accès à tous aux innovations pour faire face aux nouveaux enjeux, comme par exemple le virage préventif. Dans ce cadre, tous les acteurs doivent faire des efforts, y compris les complémentaires. C'est le sens de la mesure à laquelle vous faites référence, qui prévoit un plus grand engagement financier des complémentaires dans les soins dentaires, afin de mettre en place, aux côtés de l'assurance maladie, un 100% prévention, réussir l'objectif d'une génération sans carie. S'agissant des arrêts maladie, oui, nous examinons soigneusement la situation, bien sûr, afin d'en limiter les abus où qu'ils soient. Je serai bien sûr très vigilant au sein de ce gouvernement à ce que les Français se voient indemnisés à juste proportion lorsqu'ils sont malades. Vous le voyez, Madame la sénatrice, ce gouvernement a une ligne claire. Oui, il est légitime d'identifier des marges d'économie là où cela est possible et supportable pour garantir la pérennité de nos systèmes de protection, mais cela ne se fera jamais au détriment de l'accès aux soins pour tous les Français. Je vous remercie. Madame Meunier. Monsieur le ministre, nous ne serons pas d'accord. Vous sapez l'hôpital public. Vous ne répondez pas à nos propositions, par exemple de mettre un ratio de soignants par patient. Et vous ne répondez pas non plus à la colère de celles et ceux qui cotisent et qui voient le nombre de soignants diminuer et qui surtout ne voient pas le fruit de leur effort.